C'est OK. Bonjour Marjorie, Hello Maëva. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de pouvoir avoir cet échange avec toi. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Bah écoute, alors pour ce premier live qui devait être un live, mais malheureusement pour des petits soucis techniques, aujourd'hui ça sera une petite diffusion après avoir enregistré. Mais bon, l'important c'est qu'on puisse échanger ensemble. Pour nous, ça semblait évident de commencer avec toi, Marjorie, parce qu'un petit peu l'aventure aussi de télétravail a commencé à tes côtés. Bon, tu fais partie aujourd'hui de nos partenaires et puis aussi nos amis hein, du monde du Future of Work. Donc c'était pour nous essentiel de pouvoir t'inviter dans ce tout premier live LinkedIn. Voilà, donc déjà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait en ce moment de ton côté, et puis aussi d'où tu nous appelles, d'où tu nous parles. Raconte-nous un peu. Alors écoute, déjà moi je suis en Corse, à côté de Porto Vecchio, dans mon village de famille qui s'appelle Lecce. Euh, Aujourd'hui, comment ça va? Eh bien écoute, aujourd'hui particulièrement très très bien. Parce que pour ceux qui l'auraient loupé sur LinkedIn, j'ai annoncé aujourd'hui la première labellisation d'une entreprise remote friendly. Donc ce projet que je porte maintenant depuis un peu plus d'un an, qui vise à, on va dire, valoriser, mettre en lumière et confirmer en fait la qualité du télétravail pratiqué dans des entreprises françaises, puisque c'est vraiment le cœur même de mon projet, c'est de valoriser ça en France. Il se passe beaucoup de choses en dehors de la France et souvent on est un peu les grands oubliés, on va dire, de cette notion de télétravail, mais chez nous aussi on a des entreprises qui télétravaillent et qui le font bien. Donc l'idée, c'était de pouvoir tout simplement les mettre en lumière et valoriser en fait toutes ces actions qu'elles mènent au quotidien et donc valoriser la qualité plutôt que la quantité de télétravail réalisé. Super, bon déjà félicitations. Alors c'est une belle nouvelle, c'est un beau jour pour toi et puis pour le label. Oui, Euh, J'aimerais qu'on reprenne un petit peu au début pour comprendre un petit peu qui est Marjorie et quel est son parcours. Bon, on sait un petit peu tous que tu as déjà un parcours RH, c'est vraiment de là que tout commence. J'aimerais qu'on revienne là-dessus et que tu nous expliques un petit peu quel a été ton parcours avant le lancement de la communauté Tous Nomades et le label. oui. Alors je ne vais pas remonter trop trop loin. Je vais essayer de rester quand même à partir des premiers pas que j'ai réellement réalisés en télétravail. Et les tout premiers pour moi, c'était au moment où mes enfants sont nés. Donc moi j'ai eu des jumelles il y a maintenant bientôt 13 ans. Et à ce moment-là, j'étais salariée dans une entreprise qui vendait de la formation dans le domaine de l'IT principalement. Et j'avais quasiment 2 heures de transport matin et soir pour pouvoir me rendre sur place. Donc ça a duré 6 mois. Et puis en fait, au bout de 6 mois, alors ça a duré 6 mois à partir du moment où j'ai eu mes enfants, hein, parce que ça faisait déjà quelques années que j'y étais. Et le rythme n'était juste plus tenable. Le soir, j'arrivais épuisée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître le télétravail, puisque je me suis mise à mon compte. J'ai commencé à travailler pour des clients en full distanciel. Et donc ça me permettait d'être proche de mes enfants, de pouvoir aller les chercher très tôt chez la nounou. Dès que moi j'avais pas de rendez-vous ou autre, je pouvais aussi les récupérer et j'ai commencé vraiment à prendre plaisir dans ce cumul, on va dire, vie perso, vie pro, dans cet équilibre que j'avais pu trouver. Et puis, ma société a commencé à grandir, j'ai recruté des salariés, j'ai commencé à avoir des personnes qui me disaient que c'était difficile de se déplacer tous les jours pour venir sur le lieu de travail, puisqu'à ce moment-là, j'avais intégré les bureaux d'un client qui était situé sur les Champs-Élysées. Donc, c'était simple d'accès en métro, mais en voiture pas du tout, par exemple. Ou parfois, pour certains, ils mettaient vraiment, pareil, 1 heure et demie pour venir. Donc la question à nouveau s'est reposée dans un contexte encore différent. Et ça m'a permis de me dire, ok, je comprends aujourd'hui que le télétravail, en fait, c'est un vrai moyen de garder, de retenir en fait des talents et de concilier en fait cette vie professionnelle à côté, ces missions au quotidien, sans que ça perturbe en fait la qualité du travail réalisé, bien au contraire. Donc voilà, ça a été ce deuxième moment marquant en fait où je me suis rendu compte
que c'était indispensable de mettre en place du télétravail. Et puis est venue une opportunité. Ça faisait déjà 10 ans que j'avais mon entreprise. Est venue une opportunité de travailler dans une structure full remote, native. Petite structure à l'époque, 10 personnes. Et il y avait un besoin d'accompagnement des jeunes qui sortaient de formation, mais aussi d'un point de vue RH. Donc j'ai été recrutée dans cette structure. Au début avec 2 casquettes, finalement un peu coach, et puis de l'autre côté pour gérer toute la partie RH de la boîte. Il y avait vraiment tout à construire. Et puis de 11 salariés, on est passé à 125 salariés en 2 ans et demi. Voilà. Quand même, quand même. Ouais, donc c'était vraiment très sport, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais surtout, c'était hyper enrichissant parce que tu avais un tas de fonctionnements différents devant toi, de besoins, parce qu'on parle d'humains, donc forcément chacun avait des besoins très spécifiques. Et toutes les personnes qui rejoignaient l'aventure étaient compétentes dans leur domaine d'activité et télétravaillaient. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas de problématique en fait à le proposer à grande échelle dans une entreprise, à partir du moment où tout était bien processisé, à partir du moment où il y avait quand même des piliers, on va dire, autour du télétravail. Il y a des fondations à mettre en place parce que sans ça, si tu le fais un peu au doigt mouillé, là, ça, tout de suite, ça marche pas. C'est compliqué. Et c'est là où on subit le télétravail. Donc voilà, donc ça a été mon parcours où j'ai évolué dans cette structure jusqu'à devenir DRH de cette structure. Et puis, au moment de la crise, pas la première année, mais sur la seconde année, j'ai fait un choix de quitter la structure. Je suis toujours actionnaire de cette structure aujourd'hui, mais j'avais besoin d'aller accompagner des entreprises qui partaient presque de zéro, en fait, d'une page blanche, qui avaient subi le télétravail pendant 1 an avec les confinements et qui, du coup, ne savaient pas du tout où aller, comment y aller. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du label. Parce que le label, à la fois, ça valorise les entreprises qui télétravaillent de manière qualitative, mais c'est aussi un peu un fil conducteur, si tu veux, pour des entreprises qui commenceraient à vouloir le pérenniser et qui se rendent compte que c'est pas juste une mode, mais bien un mode de travail. Et du coup, se disent, OK, comment je fais, en fait, à tous les niveaux, toutes les étapes de vie de mon salarié, comment je fais? Et donc voilà, c'est un peu ce fil conducteur qui permet d'aller checker les bonnes pratiques et derrière de mettre en place quelque chose de fort, de bien structuré et qui tient debout surtout. D'accord. Donc finalement, encore une fois, comme on parle souvent dans l'entrepreneuriat, de saisir l'opportunité, de saisir le moment, tu t'es senti à ce moment-là comme aujourd'hui tu l'indiques, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, tu ne le savais pas encore, comme la voie finalement du télétravail. Et puis tu t'es dit, aujourd'hui, moi, je l'ai fait. Alors, autant en profiter pour justement accompagner d'autres et pousser cette voie-là et faire en sorte que d'autres puissent vivre l'expérience du télétravail et pouvoir être au plus près de ses proches, de sa famille, et d'avoir un meilleur équilibre de vie à la fois professionnel et personnel en même temps, et de donner un petit peu l'expérience à tout le monde. Donc déjà, c'est un beau parcours et puis je pense que les entreprises ont besoin de cet accompagnement puisque c'est un sujet qui est nouveau pour beaucoup. Alors en effet, il y a déjà des entreprises qui le faisaient avant, elles étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, bien évidemment. Mais en effet, la crise est arrivée tellement vite, les entreprises ont dû être contraintes d'un seul coup à mettre en place le télétravail. Il y a eu un petit vent de panique, comment on fait, comment ça se passe. Donc voilà, c'est important qu'il y ait des acteurs qui sont là aussi pour accompagner cette démarche-là et puis pour rassurer la mise en place. Donc aujourd'hui, donc quand on parle de Marjorie, on parle aussi de la communauté Tous Nomades. Donc concrètement, tu peux nous présenter un petit peu cette communauté, comment tu l'as créée, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Oui, alors c'est d'ailleurs cette communauté qui a été créée avant même le label. En fait, la communauté, l'idée, c'était de proposer une place à des RH, des CEO d'entreprises qui avaient besoin de s'exprimer au sujet du télétravail, autant sur leur réussite, leurs doutes, les questions qu'ils peuvent avoir, etc. Ça n'existait pas en fait une place où on pouvait faire ça. Donc tout le monde restait un peu dans son coin avec ses difficultés et ne partageait pas. Et en fait, moi, à travers l'expérience que j'ai eue de DRH, c'est justement le fait d'aller chercher l'information, de m'inspirer de ce qui se faisait aussi en dehors, et donc toutes les bonnes pratiques que j'ai pu trouver, mais aussi les échecs d'autres entrepreneurs
ou d'autres structures qui ont servi à justement réaliser du télétravail de qualité et à anticiper aussi les problématiques éventuelles. Donc ça, c'était très important et je me suis dit, il faut que ça existe en France, il faut qu'on puisse se libérer en fait la parole sur ces sujets. Donc elle est née comme ça, donc j'ai ouvert un Slack tout simplement sur lesquels les entreprises peuvent s'inscrire et venir échanger sur leurs problématiques, sur un retour d'expérience. Moi, quand je fais des événements, par exemple, tous les mois avec un avocat en droit du travail, je vais aller mettre le lien pour qu'elles puissent venir en amont poser leurs questions, que je puisse les poser après à l'avocat en direct, mais aussi venir en différé, prendre de l'information et la récupérer. Et associé à ce Slack-là, j'ai édité sur Notion une toolkit en fait pour que les entreprises puissent venir piocher toutes les bonnes pratiques à droite à gauche qui aussi s'inscrivent dans l'état d'esprit du label. Donc j'ai essayé de faire du lien en fait entre tout ça pour que vraiment les entreprises aient plusieurs possibilités d'aller puiser de l'information à droite à gauche et des bonnes pratiques à droite à gauche. Aujourd'hui, donc la communauté, on est pratiquement 200 CEO et DRH, RRH dessus. Comment elle fonctionne? En fait, je m'aperçois d'une chose qui est assez troublante. Et c'est, à mon sens, très franco-français. On a des problèmes de communication d'une manière générale. C'est-à-dire que quasiment par jour, j'ai une dizaine de messages en privé pour me parler d'une difficulté, pour me poser une question. Mais entre eux, il y a encore une espèce de retenue. Alors à chaque fois, maintenant, je les pousse un petit peu en disant je ne te réponds pas si tu ne publies pas la question dans le groupe, parce qu'en fait, c'est ça l'utilité. Et c'est très, très intéressant pour moi d'observer ça, tu vois, parce que en fait, ce sont exactement les mêmes problématiques qui sont reproduites après en entreprise. La peur de l'échec, la peur de dire j'arrive pas à faire ça, la peur de se dire on rencontre telle difficulté. Et en fait, ça, tu le retrouves en télétravail, justement dans le côté mauvaise pratique. C'est la rétention d'informations ou le fait de passer par les uns les autres, mais jamais publiquement, pour aller exposer une problématique. Donc moi, j'essaie vraiment d'inculquer ça, le fait d'avoir le droit à l'erreur, même en management, c'est très important de pouvoir montrer aux équipes que parfois on se plante ou parfois on ne sait pas, et en fait, c'est pas grave. Voilà, donc instaurer un peu ces bonnes pratiques-là. Mais là, la communauté, j'ai très régulièrement des demandes pour pouvoir rejoindre la communauté. Et régulièrement, quand je vois que des personnes n'échangent pas dessus, j'hésite pas à aller les voir, savoir s'il y a des problématiques particulières, des questions, où ils en sont dans le télétravail. Et puis surtout, ça me permet de les identifier, de les inviter à des événements un peu plus publics sur lesquels ils vont se rencontrer, ils vont parler. Et c'est le cas, tu vois, on a fait un job dating il y a quelques jours dédié aux boîtes 100% remote. Donc on l'a fait en virtuel pour être cohérent. Et du coup, ces boîtes-là, on les incite sur place à aller se parler entre elles. Donc là, elles se voient, c'est du virtuel, mais elles se voient quand même. Et du coup, après, derrière, ça crée de l'échange et elles se parlent, mais plutôt aussi en one-to-one. Elles se parlent après sur la communauté. Donc en gros, la communauté, c'est surtout un point qui te permet d'accéder à l'information plus facilement, de trouver les bonnes pratiques plus facilement aussi, les bons contacts, etc. Et en même temps, ça permet de tisser des liens pour ceux qui n'ont pas de mal publiquement et pour ceux qui ont un peu plus de mal, au moins d'avoir d'autres confrères ou d'autres types de structures avec lesquelles tu peux créer des affinités en privé. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant le constat que tu peux faire, d'autant plus que quand on est sur un sujet comme celui-ci, comme on disait tout à l'heure, qui est un petit peu encore... Voilà, on se pose encore beaucoup de questions, on ne sait pas encore tout, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place et à développer. C'est vrai que c'est important que les entreprises puissent s'entraider les unes les autres pour se faire avancer ensemble. Parce que plus il y aura d'entreprises qui vont porter cette voie-là, plus il y aura d'entreprises qui vont mettre en place le télétravail, plus on va pouvoir démocratiser cette démarche. Donc c'est vrai que c'est important que les RH entre eux puissent échanger, discuter. Voilà, moi j'ai été confrontée à ça, est-ce que toi aussi? Comment tu l'as fait? Et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc, en effet, bon, il y a un petit côté un peu français où on a un petit peu du mal parfois à oser poser les questions. Mais en effet, je pense que l'idée de la communauté fait sens à ce niveau-là. Et ouais, je pense que c'était une bonne idée de pouvoir un petit peu regrouper ces informations et que tu puisses aussi à la fois toi donner de l'information, mais que les autres puissent en donner aussi les uns ensemble. Voilà, tous ensemble de partager. Moi, je voulais savoir un petit peu
Aujourd'hui, ta communauté, je sais qu'elle est nombreuse. Alors, je parle de la communauté sur Slack. Je sais qu'elle est nombreuse. J'ai pas un chiffre en tête, mais je voulais savoir un petit peu comment finalement tu as réussi à créer cet engouement, cette communauté. Comment tu les as regroupés et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne autant d'ampleur? Alors, effectivement, il y a plusieurs communautés déjà. Il y a la communauté LinkedIn qui est importante, un petit peu plus de 26 000 personnes aujourd'hui. J'ai la communauté spécifique des personnes qui cherchent un travail en télétravail, qui elles sont abonnées à la newsletter. Et ça, c'est très récent. Ça fait seulement un mois et là, on est à 1600 inscrits, tu vois, en un mois, sans publicité autre que sur LinkedIn, en fait. Donc, c'est vraiment des gens qui te suivent au quotidien, qui rejoignent en général la newsletter. Et puis derrière, il y a la communauté des entreprises. En fait, à un moment donné, moi, je me suis fait accompagner par rapport à la communauté. J'avais plein de questions, comment on gère une communauté, comment on engage, etc. Et à chaque fois, j'ai eu la même réponse, c'est il faut faire un choix. Il faut que tu choisisses à qui tu t'adresses, tu peux pas t'adresser à tout le monde, etc. Et en fait, moi, je me suis refusée à faire ce choix. Au début, je l'ai fait. Et puis en fait, je l'ai vite regretté parce que dans mon discours, il y a à la fois cette expérience de salarié, et à la fois cette expérience de DRH et à la fois cette expérience de chef d'entreprise. Donc, si tu veux, Mm. je ne peux pas enlever qui je suis. J'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai pas toujours été DRH et j'ai pas toujours été chef d'entreprise. Donc, finalement, je m'adresse bien aux trois personnes. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi de m'adresser à chacun sur des réseaux un peu différents. Donc, pour la communauté de DRH et SEO, on est sur Slack. Et pour la communauté mélangée, on va dire, des talents et des DRH, je suis plus sur LinkedIn. Donc sur les deux réseaux, j'échange de manière différente, mais je pense toujours en fait à l'ensemble de ma communauté quand je réalise des actions. Et typiquement, je te parlais de l'événement tous les mois en live avec un avocat en droit du travail. En fait, avec Maxime, à chaque fois quand on est dans cet événement-là, on réfléchit toujours à pouvoir apporter des réponses autant à un CEO qui passerait sur l'événement parce qu'il a eu l'info dans le Slack, qu'un talent qui lui est en télétravail et se pose plein de questions sur les frais professionnels, sur la mise en place d'un CSE, sur voilà, ce genre de choses. Donc on est là pour donner des réponses à tout le monde. Voilà, donc la principale manière d'acquérir ce public-là au global, ça a été d'échanger. En fait, j'ai beaucoup échangé sur mon parcours, sur les difficultés que j'ai rencontrées en tant que DRH d'une boîte en full remote. Moi, à l'époque où j'ai commencé à endosser cette casquette-là, c'était avant le Covid. Donc, personne ne parlait du télétravail. En tout cas, je crois qu'on Mm. avait deux entreprises référentes en France. Et les deux, quand tu les questionnais, il n'y avait pas vraiment, d'un point de vue légal ou autre, tu vois, de choses forcément bien structurées. Et nous, on a essayé très rapidement de bien faire les choses. Alors, c'était pas parfait, ça c'est clair, mais il y avait tout à construire et surtout aucun lien, même parfois quand tu t'adressais à des avocats, ils n'avaient pas de réponse spécifique, il y avait pas... on nous disait, bah, si ce cas se présente chez toi, ça fera jurisprudence, parce qu'en fait, ça n'existait pas. Voilà. Donc Et oui. ça a été difficile et c'est ce qui a fait que j'ai commencé en fait à dialoguer, à échanger. Donc j'ai créé en one-to-one des liens avec des DRH, avec des structures à l'étranger aussi, beaucoup anglo-saxonnes du coup. Mm. J'ai posé des questions, je me suis appuyée sur des référentiels, etc. Puis après, il y a eu aussi le bon sens. Ce qui se pratique aux États-Unis ne se pratique pas forcément en France. Les mentalités managériales ou même des équipes ne sont pas forcément les mêmes sur tous les sujets, les habitudes non plus, l'éducation non plus. Donc voilà, il a fallu travailler tout Mm. ça. Et du coup, je suis vraiment partie en quête d'informations, mais ça a été beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance justement, à travers des communautés accessibles facilement, à travers la prise de parole sur les réseaux sociaux, de poser une question, d'avoir la réponse instantanée au sujet du télétravail. Il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment beaucoup plus Ouais, complexe. Voilà, donc ça s'est créé au fur et c'est à vrai. mesure, si tu veux, au fil de l'eau, à force d'échanges, à force de parler aussi de mon combat par rapport au fait de télétravailler, non pas en quantité, mais surtout en qualité. Parce qu'on peut télétravailler 5 jours dans une boîte et être très malheureux, et télétravailler 3 jours dans Mm. une boîte et que ça se passe super, super bien, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été beaucoup Ouais. de démarches diverses sur les différents réseaux. Oui, finalement,
je pense que alors pour te suivre, du coup, sur LinkedIn, je pense que tu passes des messages qui parlent à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien se représenter parfois dans ton message ou dans tes textes, dans le sens où on parle de sujets comme la vie quotidienne, la famille, le bien-être. Voilà, il y a tous ces sujets qui nous parlent à tous. Et finalement, quand on se regroupe autour de ça, on peut se sentir concerné et forcément, on va te suivre. Et de fil en aiguille, et bien, finalement, les gens se sont dit, bon, bah, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. On n'en parlait pas beaucoup, mais il serait peut-être temps qu'on en parle et qu'on se dise les choses clairement. Donc, on le voit un petit peu aussi sur LinkedIn, il y a une vraie prise de parole. On sent que les gens ont besoin de s'exprimer aujourd'hui. Alors avant, moi, le LinkedIn que j'ai connu en tout cas avant, en tant qu'étudiante à ce moment-là, c'était plutôt un LinkedIn où on partageait plutôt des CV, où on était plutôt à la recherche d'un emploi. Enfin, voilà, c'était vraiment dans cette dynamique-là. Alors qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est vrai que les gens ont envie de s'exprimer et ont envie de faire changer les choses donc, sur différents sujets. Mais pour le coup, le sujet de télétravail prend une vraie place. Et du coup, je peux comprendre qu'il y a un engouement à ce niveau-là, que ce soit au niveau du salarié, au niveau du freelance, mais au niveau de l'entreprise également. Donc, je comprends cet engouement pour ta communauté. Euh, je voulais un petit peu reprendre du coup sur la partie plus entreprise et donc sur le label. Comme tu le disais très bien, aujourd'hui est un jour un petit peu spécial pour toi puisque finalement tu as enfin labellisé la première entreprise pour le label Remote Friendly. Alors, est-ce qu'on peut savoir là tout de suite, parce que de toute façon, je pense que tu l'as peut-être annoncé déjà sur LinkedIn. Oui, bien sûr, il s'agit de Foodles. D'accord. Qui est une entreprise qui propose une sorte de cantine connectée. En fait, ils ont des frigos connectés et ça permet en fait aux salariés d'être réunis en un même lieu, une même place, mais de choisir une variété d'aliments sains et en plus avec vraiment une étiquette RSE très importante sur la société. Donc voilà, c'est eux qui ont réussi à décrocher la toute première place sur cette première boîte labellisée. Eh bien, bravo Foudel, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être de manière rapide, hein, mais les grands critères, en tout cas, pour pouvoir obtenir ce label? Oui, alors il faut savoir qu'en tout, il y a une soixantaine de critères, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. C'est pour ça que je ne donne pas un chiffre précis, mais c'est à peu près 60 critères. Ça a été le cas pour Foodles par exemple, par rapport à sa taille de structure. Sachant que c'est une entreprise en forte croissance et donc tu vois, au moment d'inscription pour le label, ils étaient à 150 salariés à peu près, mais depuis, je crois qu'ils ont déjà atteint les 200, donc ça allait très vite. Euh, Ah oui. donc après, ils doivent passer, en dehors de ces critères-là, chaque critère est associé à des justificatifs qu'on va demander. Donc pour décrocher le critère, en fait, il faut avoir les justificatifs qui sont associés à ce critère-là. Et donc parfois, tu peux avoir jusqu'à, si je prends la partie QVCT bien-être, tu peux avoir pour un seul critère 10 justificatifs à fournir. Ça, c'est possible. Parfois, tu vas en avoir qu'un, parfois deux, mais parfois, ça peut aller très très loin. Et donc, l'objectif pour nous, ça a été de recréer le parcours du salarié, du moment où il candidate dans l'entreprise jusqu'à son départ. Et donc, on passe par tout ce qui va être. Donc, on a le recrutement, l'intégration, la partie carrière, mais on a aussi tout le côté légal, tout le côté bien-être du collaborateur. On a toute la partie RSE, justement, dans l'entreprise, qui est très importante et surtout cohérente pour les talents qui choisissent le télétravail. On a la partie offboarding, etc. Donc en tout, on a 10 thématiques qui sont représentées et qui représentent ce parcours salarié. Et donc c'est comme ça que l'entreprise peut être labellisée, c'est en prenant en considération chacun des critères et en nous adressant des justificatifs qui nous prouvent concrètement qu'elle mène des actions de front. C'est pas juste oui, oui, je fais, ça c'est ok. C'est oui, je fais, et voilà le justificatif. Donc c'est Oui. vraiment poussé. Et le retour qu'on a sur les premières entreprises qui sont dans ces phases de labellisation, et ben en fait, en tout cas qui ont candidaté, qui sont dans les parcours d'audit notamment, c'est qu'en fait ça va bien plus loin à première vue que la notion de télétravail. C'est-à-dire qu'on a repris tout ce qui se passe en fait dans la vie d'une entreprise, même quand elle n'est pas en télétravail, mais adapté au télétravail.
Donc, ça peut être de l'alerte en cas de harcèlement sexuel ou moral, mais adapté au télétravail. Donc, adapté à une personne qui ne serait pas sur place, mais qui, à D'accord. distance, subirait du harcèlement. Et donc, comment elle peut, sans être sur place, le signaler. Voilà. Et ça, c'est valable Mm. pour tout. Donc, vraiment, toutes les thématiques que je t'ai évoquées, ben, en fait, dans chacune des thématiques, on va demander à l'entreprise d'être remote friendly, donc de laisser l'accès à des personnes qui soient à distance. Et ça va être valable pour le lien social, par exemple, les événements qui se passent en interne. Eh bien, être remote friendly, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre quelqu'un qui est présent et qui bénéficie en fait d'accompagnement bien-être ou de jeux d'entreprise, etc., avec quelqu'un qui serait à distance. Donc, on les accompagne à la fois sur qu'est-ce qui est une bonne pratique, mais on les aide aussi à trouver d'autres bonnes pratiques s'ils ont besoin, qui soient adaptées à leur spécificité, on va dire, fonctionnelle. Voilà. Donc c'est D'accord. un label hyper exigeant parce que c'est un label qui regroupe à la fois une phase de pré-audit. Ils ont 3 semaines dans lesquelles eux-mêmes mesurent leur niveau de maturité au niveau du télétravail. Ils prennent D'accord. conscience du cahier des charges. Et on n'est pas dans un label où en fait, on recueille uniquement l'avis du salarié. On est dans un label où, dans l'audit, il y a des justificatifs à fournir, mais en plus, pour vérifier la réalité de mise en place, on va Mm. demander aux salariés, à travers une enquête salariée, si en effet, c'est bien une pratique interne. Donc voilà, pas le D'accord. droit, si tu veux, au faux semblant. Là, ça ne marche pas. Mm. Et donc après, ils ont la phase d'audit qui dure 3 à 5 jours, et puis le comité de labellisation. Donc voilà, 3 étapes réalisées par 3 personnes, on va dire, différentes. Et le comité de labellisation, où en tout, on est 3 à 5 membres du jury à venir, D'accord. valider en fait les critères. D'accord, donc alors c'est très intéressant, notamment pour les futurs talents ou en tout cas les personnes qui sont aussi en recherche d'emploi, de pouvoir un petit peu aussi se positionner parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui dans les offres d'emploi autour du télétravail. Et quand on est en recherche, j'imagine que parfois on se perd un peu. Oui, On se perd un petit peu sur si l'entreprise propose réellement du télétravail, à quel niveau, c'est-à-dire est-ce que c'est hybride, est-ce que c'est plutôt full télétravail. Enfin, on est un petit peu perdu. Il y a beaucoup de vocabulaire aussi qui sont utilisés, qui sont parfois pas toujours le bon vocabulaire à prendre en compte. Alors, bien évidemment, parfois, c'est pas toujours évident aussi de s'y retrouver c'est sûr. dans toutes ces nouveautés. Mais en effet, la personne qui est en recherche a besoin de savoir où elle met les pieds. Elle a besoin de savoir concrètement ce qui l'attend, en fait, finalement, après. Donc, il faut aussi que les offres d'emploi là-dessus soient claires et qu'on sache réellement ce qu'il en advient. Donc, c'est important de pouvoir aussi développer ce genre de label pour clarifier cette pratique et puis de savoir vraiment quelles sont les entreprises qui font bien les choses ou celles qui le font un petit peu rapidement. Voilà. Donc, Oui, c'est intéressant. ouais, et je voulais rajouter une chose, c'est que par exemple pour les entreprises qui ne seraient pas encore complètement matures, tout à l'heure je te disais justement ça permet d'avoir un fil conducteur. C'est exactement le cas, c'est-à-dire que pendant la période de pré-audit, on a des entreprises qui n'ont pas été prêtes, on a des entreprises qui n'ont pas été labellisées là, qui sont passées en comité, qui n'ont D'accord. pas été labellisées, mais en fait c'est pas un échec parce que Oui. elles savent maintenant exactement quel chemin elles doivent prendre pour réussir. Et donc il y a plein de petits éléments auxquels elles n'avaient pas du tout pensé, ou alors c'est des éléments sur lesquels c'était dans les cartons, mais repoussé à demain, à après-demain, après-après-demain, et en fait jamais fait. Alors que ce sont des éléments parfois qui peuvent se mettre en place très rapidement et surtout qui augmentent tout de suite la fidélisation des équipes ou bien le bien-être de leurs équipes. Donc du coup, ça leur permet d'être accompagnés sur ça, toute cette phase de pré-audit, l'audit aussi. Et après, s'ils ne se sentent pas prêts parce qu'ils n'ont pas validé de leur côté tous les critères, qu'ils ont des choses qu'ils peuvent mettre en place, qu'ils veulent mettre en place, eh bien le comité de labellisation peut être décalé dans le temps. C'est vraiment dans un objectif de tirer vers le haut les entreprises. Donc on ne labellisera jamais une entreprise qui n'est pas prête à être labellisée. Si les critères ne sont pas cochés, ils ne seront pas cochés. Par contre, l'entreprise, elle repart. Là, tu vois, les entreprises qui n'ont pas été labellisées, elles repartent derrière avec un dossier qu'on fournit dans les 10 jours, à peu près 10-15 jours après l'étude de leur dossier. Et on leur donne des préconisations personnalisées. Et après, elles ont D'accord. 3 mois pour pouvoir apporter des actions correctives et nous prouver qu'elles ont mis en place. C'est vraiment l'objectif du label, c'est de tirer vers le haut, d'amener en fait à la démarche
pour ceux qui n'ont pas encore, en tout cas, les bonnes pratiques en place. Donc on est vraiment, tu vois, dans un esprit aussi de bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance, d'humain. Nous, on a conscience justement quand on est membre du comité qu'on ne peut pas être parfait partout. D'ailleurs, il n'y aura aucune boîte qui aura 100%. Déjà, avoir 65 points, c'est déjà beaucoup. Et c'est le minimum pour être labellisé. Donc il y a déjà une demande quand même très poussée. Donc quand tu dépasses les 65 points, tu peux déjà vraiment être très fier de toi d'avoir réussi ce parcours-là. Mais quand tu es en dessous, c'est pas un échec. C'est une occasion de t'améliorer et justement de rectifier très vite grâce aux apports personnalisés des experts présents. Eh bien tes pratiques en interne et donc d'être sur la bonne voie, quoi. L'objectif premier, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on télétravaille bien dans nos entreprises françaises. Bon, ben, c'est déjà important en effet de ne pas s'arrêter à je suis labellisée ou je suis pas labellisée, mais plutôt être dans la démarche et petit à petit les choses vont se faire et c'est déjà hyper important. Voilà, on va dire que faire le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Oh oui. Et une fois qu'on est lancé, eh ben, dans tous les sujets hein, d'ailleurs, mais une fois qu'on est lancé, on est plutôt sur la bonne voie. Pour reprendre aussi sur un autre des éléments que tu mets en place régulièrement, c'est le top 100 ou le top en tout cas des entreprises du coup qui recrutent en télétravail, en tout cas qui proposent le télétravail en interne. Alors je voulais un petit peu en savoir plus là-dessus, comment tu mets en place ce top. Ouais, alors maintenant on est au top 300, tu vois. Ah Donc, oui, tu vois, donc c'est chouette, c'est sûr ça. ça a évolué très vite, il faut dire. Je l'ai commencé en janvier, le top. Et j'ai commencé par 50 boîtes et puis après on est monté très vite à 100 et après ça a été plus difficile de monter mais aujourd'hui on atteint les 300 entreprises. Alors ça ce ne sont pas les entreprises labellisées, vous l'avez compris parce que du coup si vous nous écoutez vous savez que la toute première elle vient d'être labellisée. Mais par contre ce sont des entreprises qui pratiquent le télétravail dans leur structure de manière soit hybride soit totale. L'idée, c'était quoi? C'était de se mettre à la place du talent et de se dire, OK, demain, je cherche une entreprise qui est en télétravail, comment je fais pour l'identifier? Et ça a été un des rôles du label, c'est aussi d'avoir un sceau, un logo qui te permette tout de suite de savoir qui pratique le télétravail et à quel niveau de qualité. Et bien là, du coup, c'est à travers ce tableau déjà d'identifier les boîtes qui en proposent parce que il y a bien plus de 300 entreprises en France et pourtant, elles ne pratiquent pas toutes du télétravail. Donc là, on en a identifié 300. Le tableau, il évolue de mois en mois. Donc il y a de plus en plus d'informations précises dessus. Donc là, aujourd'hui, on recense le nom de l'entreprise, le lieu de son siège, parce qu'il y en a qui pratiquent l'hybride. Donc ça veut dire qu'il faut aller au bureau un jour, 2 jours ou 3 jours par semaine. Donc on l'identifie à chaque fois quand elles ne sont pas en full remote. Et on va aller distinguer justement la typologie de télétravail proposé. Donc, est-ce que c'est selon le poste? Parce que ça, il y a pas mal d'entreprises où c'est selon le poste et notamment les équipes tech, elles ont la chance de pouvoir être full remote et pas les autres. Donc ça, on le note. On note si c'est un format donc hybride où tu as un retour au bureau ou si c'est du full remote ou du remote first. Donc là, ça veut dire que le salarié a le choix. Par défaut, les contrats de travail sont en remote. Mais après, s'il veut venir en coworking, au bureau ou autre, il a le droit. Donc voilà, donc ça c'est un niveau déjà qui permet de sélectionner, de filtrer en fonction de ton propre besoin. La typologie de boîte et puis là on vient d'inclure d'autres catégories, notamment on demande aux entreprises maintenant quels sont les avantages un peu différenciants si tu veux dans leur pratique du télétravail ou tout simplement dans le travail au quotidien. C'est pas forcément lié au télétravail là pour le coup, ça peut être une mutuelle qui est prise en charge à 100% au lieu de 50%, ça peut être des éléments comme par exemple un congé supplémentaire paternité ou maternité, etc. etc. Donc, et parfois on tombe sur des trucs assez drôles ou des choses tout à fait inhabituelles. Ou, voilà, donc c'est très sympa justement de pouvoir les différencier. Et donc c'est ce qu'on essaie de noter au maximum pour que la personne qui vienne regarder l'information, elle puisse rapidement savoir si elle va candidater ou pas. D'accord. Voilà. Et ça maintenant, ça tu as accès maintenant. Avant il était en libre, on va dire. Accès et maintenant il faut être dans la newsletter pour pouvoir accéder au tableau qui est donc mis à jour tous les mois.
Super. Donc, pour du coup un petit peu finaliser et rebondir, donc tu as également donc, la newsletter que tu envoies une fois par mois. C'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui sur ta newsletter, tu disais tout à l'heure, hein, tu as annoncé le chiffre, il me semble, de nombre de personnes qui se sont abonnées déjà. Je crois qu'on a un bon petit nombre de personnes. Dis-nous en plus. Oui, alors bon, je suis la première surprise en fait, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes. J'ai suivi beaucoup de personnes de mon entourage ou d'entrepreneurs sur LinkedIn à succès qui parlaient de la newsletter et qui disaient que c'était important de le faire justement pour avoir une relation aussi encore plus proche de sa communauté. Et du coup, bah, c'était pour moi un moyen justement d'être encore plus proche, de mieux les comprendre, etc. Donc à chaque fois, je leur dis, faites-moi un petit retour. Qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois? Je trouve que c'est très important d'échanger. Et bah, là, en un mois, en fait, j'ai eu 1600 inscrits. Au moment où j'ai sorti la newsletter, j'ai eu 1300 inscrits. Et en fait, dès que je l'ai diffusée, 3 jours ou 4 jours après, j'en avais 300 de plus qui se sont inscrits. Donc, juste incroyable pour un premier mois. Et donc là, sur le deuxième mois, on va être à 1600 d'inscrits. Et je sais assez facilement maintenant que entre 300 et 500 mensuellement vont pouvoir intégrer la newsletter, ce qui est assez fou. Cette newsletter, je l'ai voulu à la fois très personnelle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est beaucoup tourné vers l'échange et très proche en fait de sa communauté d'une manière générale. Donc j'ai essayé un petit peu de partager à la fois une vision, donc c'est un peu comme ça qu'est découpée la newsletter. Il y a une vision, celle que moi je revendique et celle qui fait que je suis, entre guillemets, aujourd'hui cette voie du télétravail. On adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas je ne travestis pas qui je suis dans la newsletter. Donc je partage toujours cette vision au départ. Et puis après, je mets toujours une tribune d'experts en avant sur une thématique particulière. Donc là, la prochaine thématique, celle du mois d'octobre, on va parler du télétravail à l'étranger. Donc voilà. Et puis, je partage des aspirations. Donc, des aspirations et des inspirations, les deux. Je vais partager une vidéo, par exemple, de quelqu'un que je trouve très inspirant sur la thématique en question, mais ça peut être aussi un livre que je vais recommander qui a pu changer, moi, ma vie, par exemple, ou ma vision des choses sur le télétravail ou sur la relation entre un DRH et ses équipes. Voilà, j'essaie en fait de démocratiser un petit peu les choses autant sur le télétravail que sur le lien qu'on peut avoir, peu importe le niveau hiérarchique qu'on a dans l'entreprise avec ses équipes. Voilà, essayer de faire tomber un peu ses casquettes. Et la newsletter, c'est un bon moyen d'exprimer tout ça, à la fois de montrer ses fragilités, je ne vais pas dire ses faiblesses, ses fragilités, et en même temps, comment on en ressort des forces derrière. Voilà, donc c'est un peu ça la newsletter, et c'est tout savoir sur le télétravail, quoi, finalement, derrière. Chaque mois, il va y avoir une thématique, qu'elle soit légale, qu'elle soit là, donc sur la notion de télétravailler à l'étranger, donc comment, pourquoi, où, etc., etc. Bah, ça répond à toutes ces questions qu'on peut avoir quand on aime le télétravail aujourd'hui. Bon, bah, c'est super, hein. Et du coup, pour en terminer sur un petit peu sur cet échange d'aujourd'hui, Marjorie, j'ai envie de te demander un petit peu quels sont les prochains projets. Qu'est-ce que tu as en tête de ce que tu peux nous dire, hein, bien évidemment, j'imagine qu'il y a des choses qui restent peut-être encore un peu confidentielles. Mais quelles sont tes envies pour l'avenir? Quels sont les projets? Bon, ça, c'est la partie la plus difficile parce que je suis entrepreneur dans l'âme depuis des années. Et en fait, j'ai le cerveau tout le temps en ébullition. Donc des projets, il y en a plein. On va parler de ceux qui sont réalistes et réalisables rapidement. Donc la prochaine étape pour moi, c'est de pérenniser les job dating en ligne. On en a déjà fait deux, un le 29 juillet et un le 23 septembre. Les deux ont très bien marché. Sur le 29 juillet, on avait 400 inscrits. Sur celui du 23 septembre, on était à plus de 840 inscrits. Donc super, on avait quasiment tout le temps 50 personnes connectées en continu pendant l'événement. Après, ça tournait, hein, les personnes présentes. Et à chaque fois, on a 10 entreprises qui sont là, qu'on présélectionne en amont.
et qu'on invite sur les deux premiers événements, on les invitait à avoir un stand en fait et à proposer leurs offres. Donc ça, à terme, c'est quelque chose qui va être proposé mensuellement avec des thématiques. Donc soit des thématiques métiers, soit là dans les projets de fin d'année, je vais avoir une thématique qui est orientée inclusion, donc pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer sur les salons habituels et qui du coup pourraient trouver leur job en remote sur ces salons-là. On va dire que le seul fil conducteur d'un événement à l'autre, c'est le fait que ce soit des opportunités qui soient télétravaillables, soit en totalité, soit partiellement. Mais en tout cas, voilà, ça reste le fil conducteur. Et puis, il va y avoir sans doute des événements spécifiques pour les stages, pour les juniors, pour les seniors, pour toutes en fait les questions qu'on peut se poser ou les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ben, l'idée, c'est de montrer qu'en virtuel, on peut faire de très très belles choses et ça marche. Et ça marche même très bien, vraiment. Les retours là, de vendredi dernier sont juste exceptionnels, autant côté boîte que côté talent. Donc ça, c'est chouette. Donc le pérenniser et à terme le rendre à la fois payant pour les entreprises qui sont présentes, comme des stands que tu aurais en présentiel, sauf que ce sera beaucoup moins financièrement important comme impact et comme coût, parce qu'il n'y a pas vraiment de stand à bouger. Hein. Euh, Oui. et, de trouver des sponsors aussi pour ces événements-là. Voilà, ça fait partie des projets de fin d'année. Et en parallèle, l'autre gros événement, c'est la sortie d'un job board orienté télétravail, où là, tu retrouveras toutes les offres des entreprises qui sont labellisées en télétravail, enfin remote friendly. Et en parallèle, donc pour elles, ça sera des offres qui seront gratuites, hein, qu'elles pourront déposer. Et pour des boîtes qui pratiquent le télétravail et qui ne seraient pas encore labellisées, bah, du coup, de façon payante, elles pourront déposer leur offre de poste. Sachant qu'il faut que ce soit des offres qui soient accessibles pour des résidents français, puisque à l'international, ça existe déjà. Mais en France, encore une fois, on a très très peu de support et de soutien sur le télétravail. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter cette visibilité-là un peu partout, à travers tous ces différentes initiatives, on va dire. Bah, c'est super. C'est tout ce dont, à mon avis, le monde du travail a besoin aujourd'hui, et notamment en France. Parce qu'en effet, pour revenir au tout début de notre échange, on a quelques retards à ce niveau-là. Mais bon, encore une fois, je sais qu'on est capable de rattraper, en tout cas, et d'avancer à ce niveau-là. Euh, voilà, je pense que suite à cet échange, les gens qui nous écoutent comprendront mieux pourquoi on t'appelle la voix du télétravail avec tous ces projets pour faire en sorte que les gens puissent accéder à des travails, à des jobs en télétravail, que ce soit full remote ou hybride, que les entreprises puissent être plus accompagnées sur ce sujet, sur ces démarches-là. Voilà, vraiment faire en sorte de porter cette voix-là parce que c'est assez important. Euh, D'un point de vue personnel, le full remote, parce que pour ma part, je suis en full remote, a changé ma vie. Quand on passe de Paris au Mexique, le changement est plutôt important, mais C'est non, c'est ça. important de remettre un petit peu les choses en place parce que on est là, on n'a qu'une seule vie, et c'est dommage euh, de passer pratiquement tout notre temps uniquement sur le travail. Et puis en plus de ça, parfois être pas forcément bien, pas forcément heureux, pas trouver sa place. Donc si on peut retrouver un peu plus d'équilibre pour que tout le monde puisse s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement, c'est forcément, à mon avis, la bonne parole, en tout cas, à transmettre. Donc, bravo Marjorie pour ça. Merci. Nous, avec Télétravel, on peut soutient à 100%, mais ça, c'est ça déjà. C'est important. Et bien, écoute, je te remercie pour cet échange très sympathique. Avec plaisir. Euh, Merci à toi de m'avoir invité pour cette toute première. Je sais que la première est oui, très importante et stressante aussi. Et c'est ce qu'on disait juste avant, on est là entre amis, donc c'est chouette aussi de pouvoir le faire dans ce contexte. c'est ça. Bon, pour ceux qui découvrent Marjorie, vous pouvez la retrouver du coup sur LinkedIn, Marjorie Di Placido, avec le petit drapeau français, la voix du télétravail. On la reconnaît facilement sur les commentaires ou sur les posts. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre pour suivre toute l'actualité du télétravail. Eh ben, merci beaucoup à toi pour cette invitation et à bientôt tout le monde, toute ta communauté aussi qui te suit. Ben, n'hésitez pas effectivement à faire un petit tour aussi sur mon profil, ça sera avec plaisir et puis même échanger. Et voilà, j'adore ça. Carrément. Eh bien, super. Merci Marjorie et à bientôt.
Ciao. Bye bye tout le monde.